Nous allons passer à un autre domaine, celui de l'alimentation, se nourrir en protégeant la santé des hommes et de la planète. Monsieur Feillet, ingénieur agronome, il est directeur de recherche émérite à l'INRAE, dont il a été chef de département puis directeur général délégué. Il a dirigé les recherches en biotechnologie de la société Elf Aquitaine. Aujourd'hui, il est membre de l'Académie des technologies, de l'Académie d'agriculture de France et de l'Académie internationale des sciences et technologies des aliments. Ses travaux actuels portent sur le système alimentation, technologie et société. Je lui laisse la parole pour cette communication intitulée « Le cas de la viande ». Merci, Monsieur le Président. Très heureux de répondre à votre invitation de participer à vos travaux. Compte tenu de la hauteur de vue des exposés qu'on a déjà entendus aujourd'hui, j'espère que vous me pardonnerez de me situer au niveau du plancher des vaches. Il devient de plus en plus difficile de se nourrir en respectant toutes les composantes de la qualité d'un aliment. Ces composantes sont multiples, elles sont biologiques. Trouver dans nos aliments les nutriments, les micronutriments dont on a besoin, mais ne pas y trouver des éléments toxiques d'origine biologique ou chimique. Dans nos aliments, on y trouve une composante culturelle, le plaisir de manger ensemble, la convivialité, des impacts liés à la religion. On y trouve des composantes économiques, avoir suffisamment d'argent pour se nourrir, permettre à nos agriculteurs de vivre avec la nourriture que nous achetons, des composantes sociétales, l'impact de notre alimentation sur l'environnement, l'impact sur l'alimentation dans le monde. Toutes ces composantes rendent de plus en plus difficile le choix de nos aliments. Et je voudrais illustrer ces difficultés en me portant sur la viande rouge. Et dans la continuité très fine de ce que l'on vient d'entendre, et notamment de la dernière diapositive, parce que une seule terre, une seule santé, et l'une des lignes de la dernière diapositive faisait ressortir agriculture, alimentation. Et le sujet est tellement vaste que je me cible mon intervention uniquement sur la question de la viande rouge qui fait l'objet de ces nombreuses polémiques. Cette viande rouge, qu'est-ce que c'est? C'est les viandes que nous mangeons sauf les volailles. C'est la définition qui en est donnée. Et dans cette viande rouge, les bovins interviennent pour 68%, les porcins pour 26% et les ovins pour 6%. Et la question qui se pose, c'est de savoir comment se nourrir avec de la viande rouge. Est-ce qu'on peut continuer à se nourrir avec de la viande rouge sans mettre notre santé en danger, sans mettre la santé de la planète en danger? Ça doit être celle-là. Et donc il y a deux défis. Le premier, c'est se nourrir en respectant les hommes. J'ai mis un petit feu rouge au niveau de ces différents critères sur lesquels des critiques sont faites actuellement sur la consommation de viande rouge. Premièrement, assurer les besoins de l'humanité en nutriments et calories. Et on nous explique souvent que, je reviendrai dans le détail, que manger de la viande, c'est gaspiller les aliments d'origine végétale. Garantir la qualité sanitaire. Et on nous explique que manger trop de viande, c'est peut-être augmenter les risques de cancer. Approvisionner les urbains, c'est un des grands problèmes d'aujourd'hui. Respecter les spécificités régionales, assurer le partage de valeur entre tous les acteurs de la chaîne professionnelle. Mais les deux points sur lesquels je vais revenir à propos de la viande rouge, ce sont les deux premiers. Assurer les besoins de l'humanité, garantir la qualité sanitaire. Est-ce que manger de la viande rouge pose problème dans ce domaine? Le deuxième point, c'est respecter la planète. Respecter les hommes, respecter la planète, limiter les gaz à effet de serre. C'est l'une des critiques majeures qui est faite à l'élevage des ruminants, des bovins. Préserver la biodiversité,
parce que nos bovins sont nourris avec du soja qui arrive d'Amazonie, avec destruction des forêts. Préserver les ressources en eau, on nous explique parfois qu'il faut 15 000 litres d'eau pour produire 1 kilo de rôti. Préserver les sols, ça ne pose pas de problème. Garantir le bien-être des aliments, c'est également au cœur des préoccupations de notre société. Donc je vais traiter ces différents points sur 3 niveaux. Les viandes rouges sont cancérigènes, point d'interrogation. Les viandes rouges contribuent très fortement au réchauffement climatique, point d'interrogation toujours. On gaspille de l'eau, des terres, des produits végétaux en mangeant de la viande rouge. Puis dernier point, la question de la maltraitance animale. Je vais donc prendre le premier point, la viande rouge et la santé des hommes. Alors chacun sait, les nutritionnistes savent bien, et on aimerait que tous nos concitoyens le sachent, la viande rouge a une composition en nutriments tout à fait favorable, tout à fait utile pour nous maintenir en bonne santé. Tout d'abord, ce sont des protéines qui ont des compositions en acides aminés équilibrés, c'est-à-dire qu'on y trouve tous les acides aminés que notre corps n'est pas capable de synthétiser, contrairement aux produits végétaux. Les viandes rouges contiennent du fer en grande quantité, mais également un fer qui est bien assimilé. Le fer des épinards de Popeye, c'est pas terrible, parce qu'il n'est pas assimilé. C'est une fake news, si je peux dire. Apporter de la vitamine B12, on n'en trouve pas dans les végétaux. Et puis enfin, ce qui n'est pas le moins, au moins pour la majorité des gens, c'est que manger de la viande rouge, on se fait plaisir. Et se faire plaisir quand on mange, c'est un anti-stress, et ça aide à la digestion et à garder la bonne santé. Et c'est un élément essentiel, ce que je ne vais pas développer ici, de notre alimentation. Il faut se nourrir en se faisant plaisir, et non pas en mettant en place ce qu'on appelle aujourd'hui une certaine orthodoxie. Pardon, j'aurais dû enlever ça depuis longtemps. Une certaine orthodoxie qui voudrait qu'on suive des règles extrêmement précises et qui fait qu'on se rend terriblement malheureux en se nourrissant, et que finalement ce qui vous rend malade, ce n'est pas ce que l'on mange, c'est la manière dont on mange. Donc ce sont 4 éléments qui sont tout à fait positifs. Mais par contre, on nous a expliqué, et les études le montrent bien, qu'un excès de consommation de viande rouge, 500 grammes par semaine, augmente le risque de cancer colorectal, ce qui laisse à penser qu'il faut donc diminuer, peut-être, notre consommation de viande rouge. Enfin, il y a un dernier élément qui plaide à une diminution de la consommation de viande rouge, c'est que les nutritionnistes nous disent également qu'actuellement, en France, le rapport entre les protéines venant des produits animaux et les protéines venant des produits végétaux dans ce que nous mangeons est trop élevé, et qu'il faut réduire les apports en protéines animales par rapport aux apports en protéines végétales, premier point, et que deuxièmement, nous mangeons trop de protéines. Alors, que consomme-t-on aujourd'hui? Peut-être ne faut-il pas trop s'inquiéter, puisqu'on constate qu'en France, la moyenne était en 2010, toujours de viande rouge, de 400 grammes par semaine, donc au-dessous des 500 grammes. Et aujourd'hui, c'est environ à 300 grammes. Il y a une diminution régulière de la consommation de viande rouge en France, ce qui ne veut pas dire que la consommation de viande diminue, parce que la consommation de volaille augmente. Peut-être pas aussi vite, mais presque aussi vite. Donc on est à peu près au même niveau, mais avec une consommation de viande rouge. Donc on peut se dire, ben, finalement, on n'a pas de problème. Oui, mais vous savez comme moi que toute valeur moyenne n'a pas grand sens pour savoir quelles sont les conclusions dont on peut en tirer. Il y a des Français qui mangent pratiquement pas de viande rouge, ou très peu. Et il y en a qui en mangent beaucoup trop, puisqu'on a environ 25% des Français qui en mangent plus de 500 grammes par semaine. Et c'est sur cela que doivent passer le message « manger moins de viande rouge ». Mais non pas sur l'ensemble de la population, et notamment pas sur les personnes âgées, puisque les personnes âgées sont loin d'atteindre ces 500 grammes, et on sait, et je parle devant une assistance beaucoup plus compétente que moi en ce domaine, que les personnes âgées peuvent avoir des pertes en protéines, des pertes musculaires, et qu'il faut qu'elles mangent de viande rouge. Et que donc un message global au niveau d'une politique de santé qui se viendrait à dire « mangez moins de viande » est extrêmement dangereux dans la mesure où chacun se l'appliquerait à lui-même. Et surtout les personnes âgées avec un risque de sarcopénie, que vous connaissez bien.
En France, on mange trop de protéines. Si vous comparez les protéines mangées en Europe, en Inde, au monde, on constate que d'une part, en Europe, on est à 105 grammes, c'est des valeurs moyennes, comme tout chiffre, hein, c'est des approximations, c'est environ 100, 110, je ne sais pas. Alors que ce qu'il est recommandé, c'est 80 grammes, donc je vous disais tout à l'heure, on mange trop de protéines. Dans un rapport qui est actuellement de 80 de protéines animales, de 60 de protéines animales pour 40 de protéines végétales, alors qu'il faudrait être à 50-50. Donc il faut à la fois baisser, comme je vous le disais tout début en introduction, la quantité de protéines, mais également rééquilibrer végétaux, animaux. Mais que ce n'est pas toujours comme ça, puisque dans les Indes, par exemple, vous ne serez pas surpris de constater que la presque quasi-totalité des protéines sont des protéines végétales, puisqu'on mange très peu de viande. Et que dans le monde, eh bien, dans le monde, on est à 80 en moyenne, ce qui est bien, mais là encore, le 80 en moyenne, il ne faut pas s'en satisfaire, parce qu'il y a des gens, certaines populations qui sont totalement déficitaires en protéines, avec là encore tous les problèmes qui y sont liés. Deuxième point, la consommation de viande rouge mettrait la planète en danger. Très forte contribution au réchauffement climatique, gaspillage de l'eau, des terres et des nutriments végétaux. C'est le deuxième point que je voudrais voir avec vous et qui montre là à quel point cette notion, une terre, une santé, est liée. Alors les gaz à effet de serre, quelle est la contribution de l'alimentation en viande en Europe? Vous me pardonnerez, parfois c'est des chiffres qui viennent de l'Europe, parfois c'est la France, mais c'est des chiffres à peu près équivalents. Hein. C'est des populations qui se nourrissent à peu près pareil. On constate que les produits issus des bovins, lait plus viande, font à eux deux autant que le porc, plus les volailles, plus les petits ruminants. Mais dans cette vision globale, les végétaux ne font que 6%, les animaux 14%, étant acté que l'agriculture en France, c'est à peu près 20% des effets de serre émis en France. Agriculture, élevage, à peu près 20%, en y incluant les effets déforestation de l'Amazonie et du soja qui vient chez nous, dont nous sommes finalement indirectement responsables. Donc en mettant cette déforestation en place, en mettant également quelques autres facteurs, on arrive à peu près à 20%, dont la majorité des animaux. Donc on peut se dire, oui, quand même, il y a quelque chose à faire, parce que 14% des effets de serre, c'est quelque chose de considérable. La bonne nouvelle, enfin ça, c'est pas encore la bonne nouvelle, ça sera pour tout à l'heure. D'où vient ce gaz à effet de serre? Ils viennent en majeure partie de la digestion des ruminants et des déjections animales, c'est le méthane. Et vous savez tous que les bovins, les ruminants, dégagent du méthane au cours du processus de fermentation et de digestion de la cellulose qu'ils trouvent dans nombreux de leurs aliments. Une partie non négligeable provient des engrais azotés et des injections animales. Pourquoi des engrais azotés? Parce que les engrais azotés sont des engrais azotés de synthèse qui sont fabriqués dans des usines et qu'il faut énormément d'énergie pour fabriquer les nitrates et l'urée qu'on apporte au sol. Puis enfin, le CO2, ben, c'est les agroéquipements, 12%. Voilà, donc tout ça, ça nous fait 17 à 27% suivant la manière dont on calcule. Alors la bonne nouvelle, la voilà, tout le moins pour les éleveurs, et si vous aimez la viande, c'est la durée de vie de ces gaz. Quand je dégage du CO2, le CO2 que je dégage aujourd'hui, il sera encore là dans 300, 400, 500 ans. Il est extrêmement stable dans l'atmosphère. Si je dégage du méthane, je suis une bonne vache, le méthane que je dégage, dans 12 ans, il aura disparu. Ce qui veut dire d'ailleurs que si je mène une politique visant à diminuer le dégagement de méthane par les ruminants, je vais avoir très rapidement un effet assez remarquable
sur les gaz à effet de serre dans l'atmosphère, puisque tout se met... Si aujourd'hui, j'étais capable d'arrêter tout dégagement de méthane, dans 12 ans, tout le méthane dégagé depuis toujours aurait disparu. Et donc c'est un effet très positif, tandis que l'effort que je peux faire sur la réduction de la circulation des voitures, ben, tout ce qui s'est accumulé depuis des années, ça reste et ça continue à s'additionner. Ce qui me fait dire, dans une certaine manière, que les vaches seraient plus écolos que les moteurs. Et c'est pas tout à fait faux, c'est un peu paradoxal, mais c'est pas tout à fait faux. Et il faut avoir ça à l'esprit lorsqu'on entend ces combats contre les vaches. Alors je peux également présenter les données suivant un autre angle. C'est non plus présenter les gaz à effet de serre à partir des espèces, bovins, porcs, etc., mais à partir de la nature des produits par origine, les aliments pour animaux, la fermentation entérique, les effluents, les déjections de l'élevage et l'énergie. Et on constate que les aliments pour animaux représentent la majeure part, plus, contrairement à ce qu'on croit souvent, l'héros des vaches. Pourquoi? C'est parce que dans ce chiffre-là des aliments pour animaux, on y retrouve les importations de maïs, de soja, en provenance notamment du Brésil, d'Argentine, des États-Unis, et que ceci nous permet, après un certain nombre de calculs, d'arriver à la conclusion que le méthane dégagé par les vaches ne représente plus que 3% du total des émissions. C'est-à-dire que si je supprime tout l'élevage des bovins et des ovins, si je le supprime complètement, je ne vais jouer que sur 3%. Alors qu'on entend souvent 14%, 15%, c'est faux, c'est 3%. C'est beaucoup, mais ce n'est que 3%. Alors il y a des pistes actuellement qui sont en cours dans les élevages, chez les agriculteurs, dans les laboratoires de recherche, pour essayer néanmoins de diminuer les émissions de gaz à effet de serre qui sont dues à l'élevage. Je vous rappelle les proportions, les contributions des différentes sources de gaz à effet de serre, aliments pour animaux, fermentation entérique, effluent énergie. Ben, sur l'énergie, on peut jouer sur la motorisation. L'une des méthodes, d'ailleurs, ça consiste à supprimer les labours, qui est de plus en plus utilisé, et donc de cultiver sans labour, ce qui a un effet assez fort sur la diminution des énergies fossiles dans l'agriculture. Les effluents, l'une des méthodes les plus pratiquées, c'est de transformer les effluents en méthane, non pas pour les dégager dans l'atmosphère, mais comme source d'énergie. C'est la méthanisation qui est de plus en plus fréquente, notamment en Bretagne, avec les élevages de porcs. Jouer sur la fermentation entérique, et ça, les zootechniciens travaillent dans ce sens de deux manières. D'une part, en entreprenant un travail à long terme de sélection pour avoir des animaux qui émettent moins de méthane au cours de leur digestion. Et la deuxième piste, qui est beaucoup plus proche d'application, c'est celle qui consiste à modifier les rations, et notamment des rations dans lesquelles il y a du lin, dans lesquelles il y a des fibres, qui permettent de diminuer. Mais vous savez, comme moi, chaque petit pas a un effet, s'additionne, et ça permet d'avancer. Et puis pour les aliments pour animaux, eh bien, remplacer le soja, si on peut, source de déforestation, les remplacer par des légumineuses, mais vous savez qu'il y a un grand plan protéines en France, mais on a bien de la difficulté, parce que d'une part, le soja n'est pas très bien adapté au climat hexagonal, et d'autre part, des plantes, notamment comme le pois protéagineux, sont très sensibles aux maladies, et on n'arrive pas à avoir des rendements bien satisfaisants. Donc, c'est pas facile, mais il reste les prairies. Mais il ne faut quand même pas oublier que les bovins, ça mange de l'herbe. Et en France, les prairies, ça c'est dans le monde, les prairies, c'est 25% des terres émergées. En France, c'est 46% des terres agricoles. Près de la moitié des terres agricoles sont des prairies. Et qu'est-ce qui valorise les prairies? Ce sont les bovins et, à la marge, les ovins. Alors les prairies, c'est formidable, une prairie, sur le plan environnemental. Une prairie, ça stocke du carbone.
la disparition des prairies serait une catastrophe en termes de stockage de carbone, de stock du carbone. Vous voyez qu'il y a même un grand plan qui s'appelle plan 4%, qui consiste à dire si on pouvait augmenter la fixation du CO2 par les terres arables, notamment les prairies, de 4%, on aurait une très belle solution à la réduction de l'émission de gaz à effet de serre. Les prairies, ça nous donne de l'eau propre, c'est un filtre. Les prairies, ça nous donne de la biodiversité. Les prairies, dans le monde, c'est un revenu essentiel pour 500 millions de paysans pauvres. Ces paysans des pays en développement, qu'ils soient nomades ou non, vivent des prairies à travers leurs animaux. Les prairies, c'était autrefois, ça allait beaucoup moins, l'attraction animale. Les prairies, c'était les biocarburants d'autrefois. Les prairies, c'est une source d'engrais organique. Donc il faut sauver les prairies. Il faut sauver nos prairies. Malheureusement, aujourd'hui, de 1950 à 2020, on est passé de 18 millions d'hectares à 12 millions et un peu plus. Vous avez sûrement entendu ce chiffre, on perd tous les 10 ans à peu près un département de terres cultivables en France. C'est souvent ce qu'on entend, l'équivalent d'un département. Mais ce ne sont pas les surfaces en plantes en grande culture qui ont diminué, elles ont augmenté. Mais ces 10%, ces pertes équivalentes à un département, c'est les prairies qui en ont souffert. Mais il faut arrêter ça. Et il faudrait essayer de repartir. Je ne dis pas que ce sera facile. Les prairies, c'est indirectement l'avenir de notre alimentation en produits, en viande. Hein. Alors il y a une autre solution. Alors celle-là, elle est amusante. Je ne sais pas ce qu'elle donnera. Hein, c'est une start-up qui s'appelle ZELP, qui a été soutenue par un grand groupe de commerce international et d'agriculture, Cargill, qui a proposé récemment le masque anti-RO. Alors on met un petit masque là sur la tête de notre vache, qui est muni de catalyseurs, qui permet de capter en temps réel le méthane qui a été émis. Alors, je ne sais pas quel est l'avenir, je ne sais pas ce qu'en penseront les vaches, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est curieux, mais il faut s'attendre à tout. Vous savez, avec l'évolution des technologies et des techniques, vous verrez tout à l'heure, j'en parlerai un peu. Mais voilà, est-ce que c'est la vache de demain? Elle a l'air un peu triste quand même. Hein. Autre point, dans les aspects environnementaux, c'est quand vous mangez de la viande, vous gaspillez des nutriments végétaux, vous gaspillez des terres cultivées. Effectivement, quand je regarde la quantité de protéines végétales qu'ils font consommer pour fabriquer 1 gramme de protéines animales, mais les chiffres sont parlants. Le poulet, c'est environ le rapport de 1 à 2. Hein. Il faut 2 protéines végétales pour une protéine animale. Le porc, c'est 3 à 1. Hein. Les bovins, c'est 8 à 1. Il faut donner 8 protéines végétales pour fabriquer une protéine animale. Et ça peut sembler inadmissible dans une période de manque d'une population mondiale qui n'arrive pas à se nourrir. C'est un véritable gâchis. Oui, mais... Ce qui est intéressant, c'est moins de savoir quel est le rapport entre les protéines végétales consommées et les protéines animales produites, c'est de savoir quel est le rapport entre les protéines végétales consommables par l'homme et les protéines animales consommables par l'homme. Je disais, la prairie, l'herbe, vous ne devez pas en manger très souvent, c'est une protéine qu'on peut considérer comme non consommable par l'homme. Une céréale, du grain de blé, un grain de maïs, c'est une protéine qu'on peut considérer comme consommable par l'homme. Eh bien, si je regarde ce qui se passe, le poulet, il lui faut les protéines qu'on lui donne, plus de 50% sont consommables par les hommes. Le soja, je ne le mets pas consommable par l'homme. Hein. Plus de 50%, il y a beaucoup de céréales. Le porc, les porcins, c'est environ 30%, etc. Les bovins, en France, c'est 10%. Alors, si vous mettez en parallèle
le nombre de protéines qu'il vous faut pour en faire une, et le nombre de protéines consommables pour faire des protéines animales, vous obtenez ce chiffre un peu paradoxal et étonnant, c'est que pour faire 1 gramme de protéines consommables d'origine végétale, il ne faut que 0,8 g de protéines végétales pour faire 1 gramme de protéines, et que pour faire 1,1 g de viande de volaille, de protéines de viande de volaille, plutôt pour faire 1 gramme de protéines de viande de volaille, il faut 1,1 g de protéines végétales consommables par l'homme. Donc ce procès que l'on fait, tout le moins en France, au fait que nourrir les bovins, c'est gaspiller des protéines, ben, ce n'est pas tout à fait vrai, c'est même faux. Et on peut garder ce chiffre. Tous ces chiffres peuvent être discutés, ça mérite débat, mais c'est quand même des données. Ce que je suis en train de faire, c'est le diagnostic. Hein. Je vous proposerai l'ordonnance à la fin. Hein. Alors il y a une autre solution qui est en plein développement. Il y a des centaines de millions d'euros déjà investis en France dans ce secteur. En France, je ne parle pas du reste du monde. C'est une voie qui part des insectes. Bon, je fais un élevage d'insectes, hein, j'élève des adultes, j'ai des œufs, j'ai une tour d'éclosion. Je fais à partir de mes insectes, qui sont des chenilles de papillons, des vers blancs, des asticots de mouches, etc., des farines qui sont riches en protéines. Et ces farines-là, je vais les complémenter avec des glucides, des lipides, des vitamines, et je vais avoir des aliments pour animaux. Et ces aliments pour animaux, je vais d'abord les donner aux volailles et aux poissons, puisque ce sont des espèces qui, de manière naturelle, mangent des insectes. Mais je peux aussi les donner aux animaux de boucherie. Et je vais aller vers l'alimentation animale. Vous avez donc là une voie qui permet, à partir d'insectes, d'arriver à l'alimentation animale, mais en passant par la viande. C'est une manière de valoriser cette production. Et très probablement, mais les chiffres ne sont pas encore disponibles, mais quand on entend les industriels du secteur, c'est ce qu'ils nous disent, les impacts effets de serre de cette filière-là sont inférieurs aux impacts de la filière soja traditionnelle importation. Bon, ce sont des chiffres à vérifier, c'est ce qu'annoncent les sociétés qui sont maintenant plus que des start-up. Vous avez deux usines de l'ordre de 250 000 tonnes par an qui est en cours de fin de construction. Donc ce n'est plus du laboratoire, ce n'est plus du développement, c'est de l'industrialisation. Donc ça, c'est une voie. Gaspillage de l'eau, je ne vais pas en durer trop longtemps. Je vous disais tout à l'heure, on nous dit souvent qu'il faut, on entend souvent par des détracteurs qu'il faut 15 000 litres d'eau pour faire 1 kg de pomme steak. C'est vrai, mais c'est faux, comme toujours. C'est à la fois vrai, puisque si on met l'eau de pluie, on fait 15 000 litres. Mais si vous enlevez les vaches d'un champ et que vous mettez... l'eau de pluie est toujours là, elle circule toujours, ça ne change rien. Mais si je prends de l'eau qui est prélevée dans les rivières, dans les nappes souterraines, dans les lacs, etc., vous trouvez qu'il faut 600 litres. Ce qui est moins que pour... Je travaille en kilos de protéines. Hein. C'est une unité commune, le kilo de protéines. En kilo de protéines, c'est moins que le riz. Il faut plus d'eau pour faire 1 kg de protéines de riz que pour faire 1 kg de protéines de bœuf. Et vous voyez que le reste, bon, ça se tient à peu près au même niveau. Le poulet est mieux placé, mais il n'y a pas d'énorme différence entre les aliments. L'argument comme quoi manger de la viande rouge gaspille de l'eau n'est pas un argument très solide. Et si je me permets de ne pas tenir compte de l'eau de pluie, c'est parce que la FAO nous a clairement indiqué plusieurs fois dans ses rapports qu'il ne fallait pas en tenir compte. Je fais confiance à la FAO plus qu'à certaines ONG qui se battent contre la consommation de viande. Alors est-ce que, si on mange plus cette viande, qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va nous proposer? Qu'est-ce qu'on nous propose? Et je vais vous en donner le détail. Ce sont des hachis ou galettes végétales. Vous savez qu'il n'est plus permis de parler de steak de soja. Hein, c'est illégal. Dieu merci, parce que c'est tout sauf du steak. Donc ce sont des hachis ou des galettes végétales, et je fais confiance au marketing des grandes entreprises qui sont engagées dans ce domaine, qui sont d'ailleurs financées par de très grands végans très riches, hein, comme les patrons de Facebook hein, ou de
je n'ai plus son, peu importe. Mais il y a des financements qui viennent là-dessus. Des légumes secs, des insectes ou des viandes de culture. Hein, est-ce que c'est ça notre avenir à la place de notre tranche de Ramstein? Hachis et galettes végétales, moi, ça ne me passionne pas. D'abord, je vous ai mis à droite la composition. Difficile d'appeler ça un steak. Hein. 16% de protéines. J'ai pris deux produits du commerce aujourd'hui, hein, tous les deux marqués Nutri-Score A, ce qui vous permettra d'ailleurs de méditer un petit peu sur la validité ou toute la confiance qu'on peut faire au Nutri-Score, hein, qui a ses qualités mais qui a également ses défauts. Ils sont tous les deux en A. 16% de protéines dans l'un, 21% de protéines dans l'autre. 19 € le kilo dans l'un, 19 € le kilo dans l'autre. Mais ramené à la protéine, 119 € le kilo dans l'un, 90 € kilo dans l'autre. C'est-à-dire que la protéine végétale qu'on vous vend sous forme de hachis végétal, elle est plus chère que la protéine de bœuf. Et en plus, dans la protéine de bœuf, comme je vous disais, vous avez du fer héminique, vous avez de la vitamine B12, vous n'avez rien de tout ça là-haut, et vous avez toute... moi, je ne suis pas contre, je n'ai rien contre les additifs, hein, mais néanmoins, c'est quand même un petit peu différent. Et en plus, la composition d'acides aminés que j'ai appelé AA dans le steak végétal, il n'est pas équilibré, de sorte qu'on va vous recommander de dire, si vous mangez un hachis végétal, mangez aussi des céréales, puisque le hachis végétal va être dépourvu en acides aminés soufrés, que le hachis végétal va être donc devoir être complémenté par des céréales qui sont riches en acides aminés soufrés, mais pauvres en acides aminés basiques, qu'on le retrouve dans les protéines du soja. Tandis que les protéines de bœuf, j'ai mis A+++, parce qu'elles sont, elles, équilibrées par elles-mêmes, on n'a pas besoin de les complémenter. Ça, c'est le premier remplaçant. Le deuxième, je laisse ça à votre méditation, pour remplacer 100 grammes de blanc de poulet, pour avoir la même quantité de protéines, il vous faut avaler 50 grosses chenilles. Hein. Alors vous faites ce que vous voulez, hein, c'est votre droit, vous avez liberté. Moi, vous avez compris. Alors, vous savez qu'on nous a dit, il y a 2 milliards d'habitants, pour vendre ça, il y a 2 milliards d'habitants dans le monde qui mangent des insectes. Oui. Il y a 50 millions de Français qui mangent des escargots, mais ils ne s'en nourrissent pas. Les 2 milliards, ils ne s'en nourrissent pas. Ils en mangent de temps en temps comme produit à grignoter, mais ils ne s'en nourrissent pas. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas d'en manger une fois de temps en temps, c'est de s'en nourrir. Et il n'y a pratiquement personne dans le monde qui se nourrit d'insectes, à part certaines tribus de l'Afrique équatoriale, certaines périodes de l'année. Donc cette voie-là, de remplacer les protéines animales par des protéines d'insectes, moi je n'y crois pas du tout. Ce que je crois, c'est ce que je vous ai montré avant, de la farine qui va vers l'alimentation animale. C'est l'autre cycle. Autre système, remplacer la viande par des légumes secs. Oui, vous avez tous entendu dire que la lentille avait autant de protéines qu'un rôti. C'est formidable. 24% dans les deux cas, 23, 24. Donc on peut remplacer. Oui, mais, moi je fais souvent du oui, mais, comme vous l'avez constaté. Oui, mais une fois que j'ai fait cuire mes lentilles, qui ont pris beaucoup d'eau dans mon assiette, 100 grammes de lentilles cuites dans mon assiette, c'est 9% de protéines. Et mon beefsteak, mon rôti, comme il a perdu un peu d'eau à la cuisson, il est à 25%. Donc en fait, pour 100 grammes de produits dans l'assiette, il y en a 3 fois plus dans la viande que dans la lentille. Donc attention, voilà, on peut toujours faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Hein. En plus, nos lentilles, le fer il est moins assimilable, il n'y a pas de B12, les acides aminés, ce n'est pas équilibré. Et puis alors la viande de culture, là aussi, ce sont des centaines de millions qui s'investissent dans le monde. Des centaines de millions. Les investisseurs pensent que ça pourrait remplacer à terme 10% de la consommation de viande. Ce sont des chiffres d'affaires de centaines de milliards à terme. Donc vous savez de quoi il s'agit, je prends une vache, je récupère quelques cellules multipotentes, je les développe dans un fermenteur et j'obtiens
des fibres musculaires, ou bien des tissus adipeux, ou bien des collagènes. Et puis voilà. Sur la gauche, c'est un produit qui est proposé aujourd'hui par une start-up israélienne, c'est celle qui est la plus en avance, 2021. C'est cher encore. Mais les prix baissent. Le premier beefsteak, il a coûté 250 000 $. Alors ça, c'était beaucoup. Mais là, on est dans des prix qui sont 10 fois à 20 fois plus élevés. Donc on est loin d'être encore au prix du... De l'autre côté, mais peut-être que demain, vous aurez ça, hein, 2025, de la ground meat, hein, viande fabriquée en laboratoire. Voilà, on verra. Ceux qui se lancent là-dedans y croient, ou veulent nous faire croire qu'ils y croient, mais il y a beaucoup d'argent d'investi. Il y a deux systèmes réglementaires dans le monde. Il y a un système qui est basé sur la caractérisation du produit fini, c'est les États-Unis, peu importe comment c'est fabriqué, c'est le produit fini qui m'intéresse, ou un système comme en Europe, parce que je veux savoir comment c'est fabriqué. Et moi, je ne serais pas étonné que cette technologie qui est en plein développement finisse par être autorisée dans des pays, soit du sud-est asiatique, aux Philippines notamment, ou ce qui a déjà été autorisé, soit aux États-Unis, et que ça nous revienne en boomerang dans 5, 10, 15 ans, et que vous finirez par avoir dans vos assiettes, moi j'espère que, comme je me donne 10 ans encore, ça va, je ne pense pas l'avoir, mais vous risquez d'avoir dans vos assiettes ce produit qui est là à droite, en France, dans un nombre d'années. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer vis-à-vis de l'élevage? Je ne sais pas. Le dernier point, c'est la maltraitance animale. Je n'aurai pas guère le temps de le traiter. C'est un point tout à fait essentiel, où il y a eu des excès, pour lesquels certaines associations, je pense particulièrement à elle, 114, qui a des actions qu'on peut critiquer, mais qui a quand même eu un effet positif, c'est celle de faire prendre conscience qu'il y avait quand même des maltraitances par endroits. Il faut absolument se battre contre. Il y a des lois qui existent. Toute la question est de savoir ce que c'est que la conscience d'un animal, la sensibilité d'un animal. On doit éviter sa souffrance. La question centrale, droits et devoirs des hommes et des animaux. Moi, ce qui me gêne dans les droits des animaux, c'est que les animaux n'ont pas de devoirs. Ils n'auraient que des droits. Et moi, je préfère parler de devoir des hommes vis-à-vis des animaux que du droit des animaux à je ne sais pas quoi. Et d'ailleurs, si vous regardez la réglementation, vous constatez que la réglementation ne parle pas de droit, sauf une fois dans une ligne, elle parle de devoir des hommes vis-à-vis des animaux. Et donc, dans cette discussion qu'on ne va pas ouvrir au jour de maintenant et qui pourra faire l'objet d'une conférence spécifique, je préfère devoir de l'homme vis-à-vis des animaux. Je ne suis pas de ceux qui considèrent que les animaux et les hommes sont totalement identiques dans la nature. J'ai tendance à mettre une certaine hiérarchie, quitte à me faire insulter, je ne pense pas ici, mais dans d'autres instances. Mais la question finale, c'est, finalement, est-ce que les animaux ont-ils le droit de ne pas être mangés? Et comment vont-ils exprimer ce droit? Voilà, c'est le sujet d'une prochaine conférence. Dernier point, que pensent les Français? Il me reste encore 2 minutes, hein, je peux encore 2 minutes. Que pensent les Français? 87% veulent interdire absolument, et ils ont raison, les pratiques douloureuses lors d'élevage et de l'abattage. Mais croyez-moi, les éleveurs, la grande majorité des éleveurs sont très sensibles, surtout en France, où il n'y a pas d'énormes élevages, où il y a des milliers de bêtes, comme on trouve aux Pays-Bas, par exemple, ou en Allemagne. Ils sont très proches des animaux. On dépend, mais 70% défendent la cause animale, considère que défendre la cause animale n'est pas incompatible avec le fait de manger de la viande. Donc, respectons les animaux, mais ça ne nous empêche pas de les manger. Et vous savez qu'aujourd'hui, on a des chiffres, les derniers chiffres, c'est qu'il n'y a que 3% de la population française qui refuse de manger, qui ne veut pas manger de la viande pour des raisons qui leur sont propres. Vous en avez à peu près 25% qui sont dans une tendance à diminuer la consommation sans arrêter, et 70% qui continuent à manger comme ils ont mangé. Et je vais conclure sur ce... Non, qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça c'est mon ordonnance dont je vous parlais. C'est quelques suggestions. Manger davantage de protéines végétales, oui, mais continuer à manger de la viande.
surtout les personnes âgées. Surtout, il faut insister là-dessus. Diminuer la consommation de viande rouge, puisque le poulet, lui, il n'émet pas ces gaz à effet de serre. Privilégier la viande de bovin élevée à l'herbe, et ça, on ne le voit pas dans les boucheries, mais ce serait une éducation intéressante, beaucoup plus que celle que nous donnent certaines applications qu'on trouve maintenant sur nos smartphones qui n'ont aucune valeur scientifique. Bon, les galettes et gâchis végétaux, si vous aimez, allez-y, mais moi je ne trouve pas ça formidable. Plus de légumes secs, et toujours, et encore, manger en se faisant plaisir. Dernière image, c'est ma conclusion. La vache, ben c'est une biotransformatrice de l'herbe en viande et en lait. C'est un animal extraordinaire. Il faut le respecter pour ça. Il est capable de récupérer la cellulose de l'herbe avec des protéines et des minéraux, de le faire passer dans son système digestif en dégageant malheureusement un petit peu de méthane, et à nous donner du lait riche en protéines et en calcium, à nous donner de la viande riche en protéines, en fer, en vitamine B12. Alors, respectons les animaux. Je dis souvent que une alimentation éthique, c'est une alimentation qui a su apprivoiser la nature. Et apprivoiser la nature, si je me réfère, et je vais terminer là-dessus, si je me réfère à Saint-Exupéry, c'est le Petit Prince et le renard qui se rencontrent dans le désert. Et le renard dit au Petit Prince, apprivoise-moi. Et le Petit Prince dit, mais qu'est-ce que ça veut dire apprivoiser? Et le Petit Prince répond, apprivoiser, ça veut dire créer des liens. Ça veut dire rentrer en étroite relation avec. Mais apprivoiser, ça prend beaucoup de temps. Et je crois que dans notre système alimentaire, il ne faut pas qu'on bouscule la nature qui n'est pas aussi pressée que nous. Il faut prendre le temps de faire évoluer notre système alimentaire sans bousculer la nature, en lui laissant le temps de s'adapter. Et il est sûr que les nouvelles technologies l'ont un petit peu brusqué. Eh bien, prenons notre temps de vivre ensemble avec la nature, de vivre ensemble avec notre vache, pour qu'elle continue à utiliser cette herbe pour nous donner du lait et de la viande. Je vous remercie beaucoup.